Fais en sorte que ton fils s'excuse immédiatement ou emmène tes enfants et ne remets plus jamais les pieds chez moi, a lancé mon père après que la fille de ma sœur a jeté le goûter de mon fils dans la boue. Ma sœur observait la scène avec un petit sourire satisfait. J'ai pris la main de mon fils et je suis parti. Sans dire un mot. Le lendemain, dès 6 heures du matin, mon père était devant ma porte, suppliant qu'on lui ouvre. La boue était encore sur ses chaussures. Quand je l'ai retrouvé, Hugo n'a pas pleuré. C'est la partie la plus importante de cette histoire. Mon fils de 7 ans se tenait au bord du jardin de mon père, tenant son assiette en carton vide à 2 mains, et sa tartine de ce matin-là était écrasée face contre terre dans un parterre de fleurs, piétinée dans la terre humide par une petite fille de 5 ans qui l'avait fait en souriant. Et mon fils n'a pas pleuré. Il est resté là avec son assiette vide, me regardant à travers la pelouse, et il a attendu parce que c'est ce que son père lui a appris à faire quand quelque chose ne va pas. On attend la personne qui va réparer les choses. Mes genoux ont touché l'herbe. Mon pouce a essuyé la boue sur sa basket. Ma main a pris la sienne. Derrière nous, la table était encore pleine. Mon père, Étienne, ma sœur Pauline, son mari Thomas, leur fille Léa, qui venait de frapper l'assiette d'un enfant plus grand pour la faire tomber et qui regardait le résultat. Et Pauline, toujours assise sur sa chaise avec son thé glacé, observant tout cela avec un sourire qu'elle ne cherchait même pas à cacher. Léa, demande pardon à Hugo, a dit ma voix. C'était tout. Pas de cri, pas de doigt pointé. Juste une phrase, de la manière dont on parle quand on attend un minimum de décence de la part de ceux qui partagent votre sang. Pauline a croisé les bras en demandant « Pourquoi ?» Il s'amusait, c'est tout. Il ne s'amusait pas. Hugo était assis seul à la table des enfants, mangeant son pain. Léa s'est approchée, a arraché l'assiette et l'a jetée. Ma femme Camille a tout vu depuis la fenêtre de la cuisine. Elle sortait déjà quand je suis arrivé. Le premier auprès de Hugo. Thomas s'est calé au fond de sa chaise et s'est curé les dents. Les gamins sont des gamins, mon vieux. Ton fils est trop sensible. Mon père s'est levé du bout de la table. Il avait tout suivi et n'avait pas dit un seul mot à Léa. Pas un seul. Mais dès que son fils a demandé à sa petite fille de s'excuser, il s'est redressé comme si les murs de sa propre maison avaient été insultés. Elle a 5 ans, a dit Étienne. Et ton fils était assis à sa place. Il n'y a pas de place attitrée, papa. Il mangeait son déjeuner. Pauline a décroisé ses jambes. Gabriel, tu fais une scène pour un sandwich. Léa jouait et Hugo devrait apprendre à mieux tenir son assiette. Elle ne l'a pas bousculé, Pauline. Elle l'a attrapé et lancé. Oh, ça suffit. Tu t'entends, Thomas? Dis-lui. Thomas a essuyé sa bouche avec une serviette qu'il n'avait même pas utilisée. Ton gosse est resté là comme un chien battu. Peut-être que si tu le forgeais un peu, les autres enfants ne l'embêteraient pas. Thomas, ça se passe entre mon père et moi. Étienne a frappé la table. Pas fort. Juste assez pour faire vibrer les verres. Fais en sorte que ton fils s'excuse immédiatement, a-t-il dit. Sa voix a résonné dans tout le jardin comme un coup près. Où emmène tes enfants et sors de chez moi. Pour toujours. Le silence est retombé sur la table. Les fourchettes se sont arrêtées. La main de Camille s'est figée sur la rampe de la terrasse. Le sourire de Pauline s'est élargi. Thomas a repris un morceau de brioche comme si le verdict était déjà tombé et que le reste n'était que de la paperasse. Et l'oncle Bernard, le frère aîné de mon père, assis au bout de la table, les 2 mains serrées autour d'un verre d'eau. Bernard ne souriait pas. Bernard me regardait. Comme on regarde quelqu'un au bord d'un précipice dont on ne revient pas. Étienne, a dit Bernard calmement.
La petite a jeté sa nourriture. Restant. Dehors de ça, Bernard. Bernard a fermé la bouche. Il a posé son verre. Il m'a regardé et dans ce regard, il y avait chaque repas du dimanche, chaque réunion de famille, chaque fois que Bernard avait vu Étienne préférer Pauline à moi sans rien dire, parce que c'est ce que fait sa génération. Ils regardent, ils témoignent et ils se souviennent. La main de mon fils était toujours dans la mienne. Ses doigts étaient chauds et pleins de confiance. Il me regardait, attendant de voir ce que son père ferait face à l'injustice du monde. Alors son père lui a montré. Hugo s'est calé contre ma hanche. Camille avait déjà ouvert la portière de la voiture. Le sac à langer était sur le siège. La veste de Hugo était pliée sur la console. Ma femme avait arrêté d'attendre de la justice de la part de mon père depuis environ 3 ans. Elle l'a simplement attaché, s'est installée et a fermé la porte. Mais avant que la voiture ne démarre, Étienne s'est penché à la fenêtre ouverte. Et voici ce qui est sorti de sa bouche. Devant l'oncle Bernard, devant Camille, devant tout le monde. Ton fils est une mauviette. Parce que tu es une mauviette, Gabriel. Tu as épousé une femme qui passe ses journées à ranger des livres dans une bibliothèque. Et tu crois que c'est ça, la vie. Tu rampes sous les maisons des gens pour tirer des câbles. Comme si la mort de ta mère t'avait donné le droit de ne plus faire d'efforts. Pauline a fondé une vraie famille. Ta mère aurait été fière d'elle. Elle t'aurait regardé en demandant ce qu'il t'est arrivé. Les phalanges de Camille sont devenues blanches sur la poignée de la porte. Sa mâchoire s'est crispée. D'une façon que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, le jour où un parent d'élève lui avait hurlé dessus à la bibliothèque et qu'elle lui avait tenu tête sans jamais hausser le ton. Hugo était sur le siège arrière, regardant ses chaussures. À 7 ans, il comprenait l'intonation. Il comprenait que son grand-père venait de dire quelque chose sur son père qui ne pourrait jamais être effacé. L'oncle Bernard a posé son verre si fort que les glaçons ont sauté. Il a regardé Étienne comme un homme regarde un frère qu'il ne reconnaît plus. C'était indigne de toi, Étienne, a dit Bernard doucement. Étienne ne lui a pas répondu. Personne d'autre à table n'a bougé. Personne n'a défendu ma femme. Personne n'a défendu mon fils. Personne n'a défendu l'homme qui avait assuré leur confort électrique gratuitement pendant 7 ans. Pauline examinait ses ongles. Thomas mâchait sa brioche. La vitre est remontée. La voiture s'est éloignée à la même vitesse que d'habitude. Pas de crissement de pneus. Pas de sortie dramatique. Juste un homme quittant une maison qui n'allait jamais traiter son fils avec le respect qu'il méritait. Le lendemain à 6 heures du matin, mon père était sur mon perron, portant les mêmes vêtements que la veille. Frappant à ma porte des 2 poings. Et le mot qu'il répétait sans cesse était « S'il te plaît ». Mais le chemin entre ce déjeuner et ce perron est la véritable histoire. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Secret de famille. Abonnez-vous et activez la cloche car cette histoire ne parle pas d'une assiette de déjeuner. Il s'agit de 7 ans de travail gratuit, d'une bague de défunte, d'un formulaire de bénéficiaire d'assurance vie falsifié et du moment où un homme qui câble des bâtiments pour gagner sa vie a débranché celui que son père a construit avec de l'argent volé. Ma mère, Hélène, est décédée il y a 8 ans d'un cancer de l'ovaire. À 54 ans, elle est passée du diagnostic au décès en 11 mois. Et la seule chose qu'elle m'a demandé pendant ces dernières semaines a été de prendre soin de la famille. Pas de moi, pas de ma propre vie, mais de la famille. À 26 ans, avec un diplôme de maître électricien tout neuf et une entreprise enregistrée sous le nom de Jeune fille de ma mère, Électricité Mercier, son fils a dit oui. Elle n'a jamais vu la première facture. Après son départ, Étienne s'est repris comme le font les hommes de sa génération.
Pas de deuil public. Il a vendu la maison familiale en 4 mois, a emménagé dans un endroit plus petit en périphérie et a utilisé l'argent de la vente, plus ce qu'il appelait les économies restantes d'Hélène, pour acheter un immeuble de rapport de 4 appartements rue des Glycines. 2 duplex côte à côte. 380 000 € au total avec un apport de 92 000 €. La question de savoir d'où venait cet apport n'a jamais franchi mes lèvres. Un jeune de 26 ans qui vient de perdre sa mère n'interroge pas les comptes de son père. Il lui fait confiance. C'était la première erreur. En moins de 6 mois, Étienne m'a demandé de refaire l'électricité de l'appartement numéro 1. Le tableau datait de 1974. Des câbles en aluminium, aucune prise de terre, une boîte à fusibles tenant avec du ruban adhésif. Un électricien agréé aurait facturé 11 000 € pour ce travail. Mes outils l'ont fait en 3 week-ends. Gratuitement. Étienne a dit merci exactement une fois, et c'était pour le sandwich que Camille avait apporté pendant que je rampais dans les combles. En 7 ans, les 4 appartements ont été entièrement recablés. Chaque tableau a été mis aux normes, des disjoncteurs différentiels ont été installés dans chaque cuisine et salle de bain, de nouveaux circuits pour le chauffage, l'éclairage extérieur, chaque détecteur de fumée remplacé. La valeur marchande de ce travail, selon 3 devis différents demandés il y a 2 semaines, est de 76 800 €. Étienne facturait à ses locataires 2 100 € par unité. 4 unités, 8 400 € par mois, 100 800 € par an. Ses revenus locatifs constituaient toute la retraite de mon père. Et chaque euro rentrait parce que les systèmes électriques installés par le fils qu'il traitait de simples bricoleurs permettaient à ces appartements d'être aux normes, assurables et habitables. Le numéro de garantie décennale de mon entreprise couvrait mon travail en tant qu'électricien référent. Chaque tableau, chaque prise, chaque circuit portait mon nom dans la base de données des permis de la ville. Si un inspecteur demandait qui avait câblé un logement, la réponse était Gabriel de chez Électricité Mercier. Et puis, il y avait la bague. L'alliance de ma mère était un simple anneau en platine avec un saphir unique que sa propre mère lui avait donné. Pas très cher selon les standards de la joaillerie. Peut-être 3 200 € à l'expertise. Mais c'était la seule part de ma mère qui existait encore physiquement. Les vêtements, les livres, les outils de jardinage, les fiches de recettes, Étienne avait tout donné ou jeté dans l'année suivant son décès. Avant de mourir, ma mère avait écrit une seule instruction sur la carte d'expertise de la bague. Son écriture était signée et datée, avec Bernard comme témoin, cette bague revient à celui de mes enfants. Qui me donnera mon premier petit enfant? Hugo est né en juin 2019. Premier petit enfant avec plus de 2 ans d'avance. Léane est arrivée quand? Novembre 2021. La bague aurait dû me revenir au doigt de Camille, ou dans une boîte dans la chambre de Hugo. Étienne l'a donnée à Pauline lors de son mariage. En août 2022. Il l'a placée sur un coussin de velours pendant le discours de réception, a appelé Pauline, la fille dont Hélène avait toujours rêvé, et l'a glissée à son doigt sous les applaudissements de 100 personnes. Hugo avait 3 ans. Il était assis sur les genoux de Camille à la table numéro 9, là. Plus éloigné de la table d'honneur, et personne ne les remarquait. J'ai failli parler ce soir-là. Les mots étaient alignés dans ma gorge comme une mèche déjà allumée. Mais Hugo dormait contre l'épaule de Camille, son pouce accroché au col de sa robe, et la mèche s'est éteinte. Parce que ma mère m'avait demandé de prendre soin de la famille, et que son fils écoutait encore la voix d'une femme disparue. L'oncle Bernard m'a trouvé dehors, appuyé contre ma voiture. Bernard ne parle jamais beaucoup. 31 ans à distribuer le courrier dans le même secteur. Un homme qui voit tout et ne commande presque rien. Mais ce soir-là, il a posé sa main sur mon épaule et a dit, Hélène n'aurait pas fait ça.
4 mots. C'était suffisant. Car Bernard était la seule personne dans cette famille qui m'avait regardé et avait vu ce que je portais sur mes épaules. C'était la plus petite trahison. La bague, l'emplacement de la table, le discours sur la fille rêvée. Comme si le fils qui avait câblé la retraite de son père n'existait pas dans la même pièce. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui a refait surface 3 semaines avant le déjeuner du dimanche. Chez mon fournisseur habituel, un mardi après-midi, pour acheter des rouleaux de câbles pour un chantier commercial. Marc, le vendeur, a consulté mon compte et a froncé les sourcils. Eh bien Gabriel, tu as une équipe qui bosse dans le sud de la ville. Maintenant, j'ai environ 9 factures sous ton numéro de licence ce trimestre. Des zones différentes de tes habitudes. Quelle facture? Sous le numéro 2. Ciré d'électricité Mercier. Le nom du client est Vos Électricité. Ils ont pris des disjoncteurs, des boîtes d'encastrement. Du résidentiel, mais le compte est lié à ton entreprise. Montre-moi. Marc a tourné l'écran. 9 factures. Toutes résidentielles. Toutes facturées sous mon numéro professionnel. Toutes déposées par Thomas Voss. Tu connais ce Voss? A demandé Marc. C'est mon beau-frère. Le visage de Marc a changé. Son froncement de sourcils s'est transformé en autre chose. Le regard d'un homme qui réalise qu'il vient de donner une information qui va bouleverser une famille. Écoute Gabriel, je demande seulement parce que les zones ne correspondaient pas. Si c'est une histoire de famille, je peux juste mettre le compte à jour. Non. Imprime chaque facture. Toutes en remontant sur 2 ans. Marc a imprimé 19 pages. La pile est restée sur le siège passager de ma camionnette pendant tout le trajet du retour et son poids n'avait rien à voir avec le papier. Le mari de ma sœur, l'homme qui n'avait jamais passé un examen d'électricien, qui n'avait aucune carte professionnelle, qui était au chômage depuis 14 mois et disait à tout le monde lors des repas de famille qu'il faisait du conseil. Cet homme réalisait des travaux électriques illégaux sous mon nom depuis 2 ans. Le registre montrait 41 chantiers, 42 000 € de revenus, aucun permis déposé, aucune inspection demandée, aucune assurance. Si l'un de ces chantiers échouait, si un fil surchauffait, si un disjoncteur ne sautait pas, si un enfant touchait une prise sous tension dans une salle de bain câblée par Thomas sans protection différentielle, la responsabilité retombait sur moi, ma licence, ma garantie, mon entreprise, les revenus de ma famille. Thomas n'était pas seulement un parasite. C'était une mèche allumée scotchée au mur de tout ce qu'électricité Mercier avait construit. J'ai failli appeler mon père ce soir-là. J'avais le téléphone en main, son nom sur l'écran. Mais quelque chose a retenu mon doigt. Pas la peur, pas la prudence. Un sentiment appris après des années à tracer des câbles à travers les murs. Le sentiment qui dit, le circuit n'est pas encore complet. Il y a autre chose. Continue de chercher. 2 semaines avant le déjeuner du dimanche, je suis allé chez Étienne pour remplacer un disjoncteur défectueux dans l'unité 3. Le travail a pris 40 minutes. Ensuite, je suis allé à l'évier de la cuisine pour me laver les mains. Et là, sur le comptoir, il y avait un dossier beige avec le logo d'un cabinet notarial. Le dossier n'aurait pas dû être ouvert. Mais la façon dont il était posé là, juste à côté de la machine à café, là où mes outils se posent toujours, suggérait qu'il avait été placé là pour que je le voie ou parce que personne n'imaginait que l'électricien regarderait à l'intérieur d'un projet de transfert de propriété. Les 4 appartements de la rue des Glycines étaient transférés d'Étienne à Pauline et Thomas Voss. Date du transfert, le 15 août. Dans 3 semaines. Tout ce qui avait été construit par 7 ans de travail gratuit
Chaque câble tiré. Chaque tableau mis aux normes. Chaque week-end passé dans la poussière pendant que Pauline était en brunch, tout cela était légué à la sœur, qui n'avait jamais changé une ampoule, et au beau-frère qui commettait une fraude professionnelle sous mon nom. J'ai reposé le dossier sur le comptoir. Le torchon suspendu à la poignée du four a séché l'eau sur mes poignets. Le torchon que ma mère avait brodé de petites fleurs bleues quand son fils était au collège. Le torchon qu'Étienne n'avait pas remarqué. Et puis, le tiroir du bureau s'est ouvert. Une police d'assurance vie. Numéro de police TL 88742001. Assuré, Hélène Marie Mercier. Capital d'essai, 180 000 €. Bénéficiaires originaux, Gabriel et Pauline. Date de dépôt, 14 mars 2017. Mais agrafé au dos de la police se trouvait un formulaire de changement de bénéficiaire daté de 6 semaines avant la mort d'Hélène. Il remplaçait les 2 enfants et nommait Étienne comme seul bénéficiaire. La signature était tremblante, à peine lisible, témoignée uniquement par l'un des copains de boisson d'Étienne, et datée de la semaine où Hélène recevait de fortes doses de sédation en soins palliatifs. Elle pouvait à peine soulever une tasse cette semaine-là, mais elle aurait soi-disant signé un formulaire qui détournait 180 000 € de ses 2 enfants pour les mettre entre les mains de l'homme assis à côté de son lit. Les relevés de paiement montraient un versement complet à Étienne. Les 92 000 € d'apport pour les appartements étaient sortis de son compte 4 mois plus tard. Les dates correspondaient à la semaine près. La mort de ma mère avait financé les immeubles. Mon travail les maintenait debout. Ma licence les protégeait de la responsabilité civile. Et mon père s'apprêtait à les donner à ma sœur et à l'homme qui utilisait mon nom pour enfreindre la loi. Je suis resté 11 minutes à fixer l'horloge du tableau de bord de ma camionnette devant cette maison. Les 2 mains sur les genoux. Pas de cris, pas de coups de poing sur le volant. Juste compter les minutes, car si je m'arrêtais de compter, les choses commenceraient à se briser. Et il y a un petit garçon de 7 ans à la maison, qui a besoin que son père revienne avec les mains propres et une voix calme. Un garçon qui attend la personne qui va réparer les choses. Un garçon qui fait entièrement confiance à cette personne. Comme un fils fait confiance à un père qui ne l'a jamais laissé tomber. Comme un fils faisait autrefois confiance à Étienne. Cette confiance était la chose dans le tiroir du bureau qui importait plus que n'importe quel montant en euros. C'était ce qu'Étienne avait passé 8 ans à prétendre mériter encore. J'ai failli rentrer pour l'affronter dans cette cuisine avec le torchon aux fleurs bleues et le dossier de transfert, et la police d'assurance étalée sur le comptoir. Mais la photo de Hugo clipsée sur le pare-soleil a capté la lumière de fin d'après-midi et ma propre voix m'est revenue. La voix que j'utilise pour dire à mon fils, quand quelque chose ne va pas, tu attends la personne qui va réparer ça. La personne qui répare les choses est rentrée chez elle et a appelé son avocate. Maître Lefebvre s'est occupé de tout. Elle a tout écouté. Elle a dit, photographier la police d'assurance et le formulaire de changement de bénéficiaire. Photographier les documents de transfert. Ne faites rien d'autre. Le lundi matin, elle déposerait une action civile demandant une mise sous séquestre des propriétés achetées avec les fonds de l'assurance contestés, plus une demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause pour 7 ans de travail documenté effectué sans compensation. Ma part de la police originale était de 90 000 €, le travail au prix du marché de 76 800 €. Une fois déposé, une inscription d'hypothèque judiciaire bloquerait les 4 appartements et empêcherait tout transfert propre tant que la propriété serait en litige. 166 800 €. Ce chiffre pèserait sur ces immeubles comme un cadenas sur chaque porte. Rien ne serait transféré nulle part. Et puis est venu le déjeuner du dimanche. Camille m'a demandé d'y aller.
Elle ne savait pas encore ce que j'avais trouvé. Elle pensait que c'était un barbecue familial normal. Étienne avait appelé le jeudi en disant « Amène le petit. Pauline veut que Léa et Hugo jouent ensemble. » 5 semaines de silence avant cet appel. L'invitation sonnait faux, comme une pièce dont les meubles auraient été déplacés de 5 centimètres vers la gauche. Tout semblait à sa place, mais rien ne l'était. Maintenant, la raison de l'appel est claire. Le transfert de propriété était prévu pour le 15 août. La réinspection municipale des 4 appartements était prévue pour le lundi matin à 8 heures. Étienne avait besoin que l'électricien référent certifie les récentes modifications de Thomas avant que le transfert ne puisse aboutir. Le déjeuner du dimanche n'était pas une réunion de famille. C'était une réunion de travail déguisée en assiettant carton et salade de pommes de terre. Il n'a jamais pu aborder le sujet parce que Léa a jeté le déjeuner de mon fils dans la boue et que Pauline a souri. Et Étienne s'est levé et a exigé que le petit s'excuse d'exister dans son espace. Et l'électricien est parti. Voici ce qui s'est passé après que mes feux arrière ont disparu. Hugo a pris son bain. Camille lui a lu 2 chapitres d'un livre sur un ours qui construit un bateau. À 7h30, le sommeil l'avait emporté avec l'ours sous le bras. Camille est descendue et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle a regardé mon visage pendant un long moment. « Depuis combien de temps le sais-tu » a-t-elle demandé. Savoir quoi? Qu'ils allaient faire quelque chose comme ça. Tu n'étais pas surpris. Aujourd'hui, Gabriel. Tu étais prêt. Elle avait raison. Elle a toujours été plus perspicace sur les gens que n'importe qui dans ma famille ne voulait l'admettre. Étienne l'appelait la rangeuse de livres. C'était la femme qui lisait mon visage mieux que quiconque. 3 semaines, j'ai répondu, et puis tout a suivi, la fraude à la licence, les papiers de transfert, la police d'assurance, le formulaire falsifié, les 90 000 € qui auraient dû être sur un compte au nom de notre fils. Camille n'a pas pleuré. Elle n'a pas haussé la voix. Elle a croisé ses mains sur la table et a dit, alors on arrête d'être leur électricien. On arrête d'être quoi que ce soit pour eux. Très bien. 2. Quoi as-tu besoin? Reste avec Hugo. La table de la cuisine est devenue un centre de commandement. 4 appels. Premier appel, la hotline pour fraude du Conseil de l'ordre des électriciens. Un signalement indiquant que Thomas Voss, un individu non agréé, effectuait des travaux sous le numéro de licence Électricité Mercier depuis environ 2 ans. Au moins 41 chantiers documentés. 42 000 € de revenus. Numéro de facture fourni, adresse fournie, demande d'enquête d'urgence. Deuxième appel, le répondeur du service de l'urbanisme de la mairie. Une notification formelle que Gabriel de chez Électricité Mercier se retirait comme électricien référent pour tous les permis ouverts associés aux propriétés de la rue des Glycines. Toute modification récente non effectuée ou supervisée par Électricité Mercier devait être traitée comme un travail non autorisé. Troisième appel, Maître Lefebvre. Accélérer le dépôt. Lundi matin, 1er heure, a-t-elle confirmé. Quatrième appel, l'oncle Bernard. À 22h15, Bernard a décroché à la 2e sonnerie. Bernard, maman, avait une assurance vie de 180 000 €. Pauline et moi étions les bénéficiaires originaux. Quelqu'un a déposé un changement de bénéficiaire 6 semaines avant sa mort pour mettre papa seul. La signature n'est pas la bonne. L'argent est allé à papa. L'apport pour l'immeuble vient de là. Silence sur la ligne. Puis la voix de Bernard, basse et ferme, Hélène m'avait parlé de cette assurance. Elle m'a fait promettre de veiller à ce que toi et Pauline receviez votre part. Elle n'a jamais mentionné de changement.
Aucune réponse n'était nécessaire. Bernard venait de confirmer qu'Hélène n'avait jamais eu l'intention de léser ses enfants. Le formulaire était soit un faux, soit signé dans des circonstances qu'aucun tribunal n'accepterait. Je serai rue des Glycinas. 8 heures demain matin, a dit Bernard, et c'est tout. Les coups à la porte ont commencé à 5h48 du matin. La table de la cuisine portait encore la tasse de café de la veille, intacte, à côté de la notification de retrait imprimée sur une feuille. La voiture d'Étienne était dans l'allée. Les phares étaient encore allumés. De la vapeur montait du capot parce qu'Étienne avait conduit 20 minutes dans la chaleur de juillet avec un moteur en surchauffe, trop paniqué pour laisser quoi que ce soit refroidir. 6 minutes de coups ont passé avant que j'ouvre. Camille est arrivée dans l'encadrement de la porte de la cuisine en robe de chambre. Elle a regardé la porte. Elle m'a regardé. Elle n'a pas demandé si j'allais ouvrir. Elle s'est juste versé un verre d'eau et s'est assise en face de moi. Il ne partira pas, a-t-elle dit. Non, il ne partira pas. Quand la porte s'est enfin ouverte, Étienne se tenait là, les deux paumes à plat contre le cadre, respirant bruyamment. Sa chemise n'était pas rentrée dans son pantalon. Ses cheveux étaient en bataille. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi et qui découvrait que le sommeil n'était pas la seule chose qu'il avait perdue. Gabriel, sa voix a craqué. L'inspection est à 8 heures. La mairie a laissé un message disant que tu t'étais retiré. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu étais censé perdre. Il a essayé de me bousculer pour entrer dans la maison. Ma main sur le cadre de la porte n'a pas bougé. Remets juste ton nom sur les permis, a-t-il dit. On pourra discuter du reste plus tard. Plus tard c'est terminé hier, papa. Et si je te payais? Je peux te payer pour le travail. On peut mettre en place un échéancier. Tu as 7 ans de retard pour cette conversation. D'accord. Et pour le transfert? Je retirerai ton nom. Je garderai les propriétés à mon nom. Rien n'ira à Pauline. C'est ce que tu veux entendre? Ce que je veux entendre, papa, c'est le silence. Et je suis à 30 secondes de l'obtenir. Gabriel, ta mère n'aurait pas voulu ça. Elle n'aurait pas voulu que ses fils déchirent la famille. C'est enfant. C'est intéressant, parce que sa police d'assurance originale nous nommait tous les deux, et 6 semaines avant de mourir, quand elle ne pouvait plus tenir une tasse, quelqu'un a déposé un formulaire te désignant comme seul bénéficiaire. Le visage d'Étienne a tressailli comme un court-circuit. Il ne savait pas que j'avais découvert cela. Il avait enterré ce formulaire dans un tiroir il y a 8 ans et n'avait jamais imaginé que l'électricien l'ouvrirait. Voici ce que je sais, ma voix est restée calme, du même ton que j'utilise pour lire un rapport d'inspection à un client qui a échoué. Tu as changé le bénéficiaire de l'assurance de 180 000 € alors qu'elle était sous sédation. Tu as encaissé la totalité. Ma part seule était de 90 000 €. Tu as utilisé 92 000 € de cet argent pour l'apport rue des Glycines. Ton fils a passé 7 ans à entretenir ces immeubles gratuitement. La valeur marchande de ce travail est de 76 800 €. Tu prévoyais de tout donner à Pauline et Thomas. Le 15 août. Thomas a effectué des chantiers illégaux sous mon nom pendant 2 ans. 41 chantiers, 42 000 € de revenus, aucun permis, aucune inspection. C'est de l'exercice illégal, de la fraude professionnelle et une exposition pénale. Tu as perçu 8 400 € par mois de loyer pour des appartements qui ne sont aux normes que grâce au travail de l'homme que tu as traité de bricoleur du dimanche. Mon avocate dépose une action civile lundi matin. Une hypothèque est posée sur les 4 appartements. Le Conseil de l'ordre a ma plainte concernant Thomas, et l'homme à qui tu as dit de s'excuser d'exister est la seule raison
pour laquelle tu avais une retraite. Chaque mot au même volume, à la même vitesse, sans colère, juste des faits. Tu as dit que ma mère aurait honte de ce que je suis devenu. Tu as dit que Camille rangeait des livres pour vivre. Tu as dit que mon fils était une mauviette parce que son père l'était. Tu as dit que Pauline avait construit une vraie famille. Tu as dit tout ça devant ton propre frère, devant ma femme, devant une table pleine de nourriture que ma famille avait apportée. Alors, voici ce que maman a réellement construit. Maman a construit un fils qui a câblé ta retraite gratuitement. Maman a construit un fils dont la licence est la seule chose qui sépare tes immeubles de la fermeture administrative. Maman a construit un fils qui a passé 7 ans à prendre soin d'eux. La famille comme elle lui avait demandé. Et toi, tu as donné sa bague à celle dont la fille a jeté le déjeuner de son fils dans la boue. Chaque mot que le vieil homme avait prononcé à table s'est retourné contre lui comme un circuit qui se boucle. La mâchoire d'Étienne s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ses 2 mains sont retombées le long de son corps comme si elles ne lui appartenaient plus. Son œil droit a tremblé 3 fois. Son menton est tombé sur sa poitrine. Les muscles de son cou avaient simplement arrêté d'essayer. Sa peau a pris la couleur d'un vieux journal humide. Il avait 62 ans et en paraissait 80. C'est la dernière fois que tu te tiens sur ce perron. Les mots sont sortis plats et définitifs. La dernière faveur. Le dernier appel auquel on répond. Le dernier câble tiré dans tes bâtiments. Le dernier euro de valeur ajoutée à tes propriétés. On en a fini. Pas à cause d'hier, mais à cause de tous les jours qui ont précédé. La porte s'est fermée. Étienne est resté sur le perron pendant 14 minutes. Camille regardait par la fenêtre de l'étage. Il n'a plus frappé. Il a marché vers sa voiture lentement comme un homme, traversant une plaque de verglas et est parti sans même allumer ses phares. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à Secrets de famille. Activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Parce que la conversation de 6 heures du matin n'était pas la fin. L'inspection était le lundi à 8 heures. Rue des Glycines. L'inspectrice municipale était une femme nommée Madame Chen. 12 ans d'expérience. Elle est arrivée avec son bloc-notes, un testeur de tension et un officier du code de l'urbanisme nommé Wells. Étienne était déjà là, entre l'unité 1 et 2, un dossier à la main. Le dossier était presque vide. Il avait l'acte de propriété. Il avait les baux. Il n'avait pas d'électricien référent prêt à certifier quoi que ce soit. Monsieur Étienne. J'ai une notification de retrait d'électricité Mercier datée d'hier soir. Ils ne sont plus les électriciens référents pour ces propriétés. En êtes-vous conscient? Il y a eu un malentendu, a dit Étienne. Gabriel est mon fils. Il va remettre son nom. Ce n'est pas ce que dit la notification. Elle indique également que les modifications récentes n'ont pas été effectuées ou supervisées par Électricité Mercier. Pouvez-vous me dire qui les a faites? La bouche d'Étienne s'est ouverte et refermée. Le dossier dans sa main tremblait. 2. Locataire regardait depuis le trottoir. La famille Okafor de l'unité 2, 1. Couple avec 2 enfants. Madame Delaunay de l'unité 4, une mère célibataire qui travaillait de nuit, tenant son café à 2 mains, observant la scène avec l'expression lasse d'une femme qui a déjà vu des propriétaires échouer. Et l'oncle Bernard, appuyé contre sa vieille voiture au bout de l'allée. Il était arrivé à 7h45. Il n'avait pas parlé à Étienne. Sa simple présence était le message. Thomas est arrivé à 8h15 dans une camionnette avec un aimant, Thomas Voss Électricité, sur la porte. Il n'était pas censé être là. Mais l'instinct de Thomas quand les choses tournent mal est de s'insérer au centre pour essayer de s'en sortir par la parole. Madame Chen a regardé l'aimant.
Sur la camionnette de Thomas. Elle a regardé son bloc-notes. Êtes-vous un électricien agréé, monsieur? Le sourire de Thomas, celui qu'il portait depuis 4 ans au dîner de famille, le sourire d'un homme à qui on n'avait jamais demandé de diplôme de sa vie, a disparu. Je travaille sous la licence de Gabriel, a-t-il dit. L'entreprise de monsieur Gabriel s'est retirée. Détenez-vous votre propre licence? Pas exactement, mais j'ai fait le travail. Et Gabriel est au courant. Madame Chen a tapé quelque chose sur sa tablette. Elle est allée à l'unité 3. Elle a ouvert le tableau électrique. Ce qu'elle a trouvé n'était pas le travail d'électricité Mercier. N'importe quel électricien reconnaît ses propres installations comme un menuisier reconnaît ses joints. Le câblage de la cuisine de l'unité 3 avait été refait ces 6 derniers mois. Mauvaise section de fil sur un circuit de 20 ampères. Aucune protection différentielle. Une boîte de dérivation ouverte avec du cuivre exposé, touchant le boîtier métallique. Le travail de Thomas. Un travail dangereux. Le genre de travail qui déclenche des incendies dans les murs à 2 heures du matin pendant que les familles dorment. Monsieur Étienne, a dit Madame Chen. En se tournant vers mon père, ce tableau a été modifié par quelqu'un qui n'est pas l'électricien agréé référent. Le travail n'est pas conforme et n'a fait l'objet d'aucun permis. Je place l'unité 3 en fermeture immédiate pour mise en danger et je délivre des citations pour toutes les unités pour modification non autorisée. Les amendes, si ce n'est pas corrigé sous 30 jours, s'élèvent à 14 500 €. Madame Delaunay a posé son café sur la rampe. Est-ce que ça veut dire qu'on ne paie pas le loyer ce mois-ci, a-t-elle demandé. Étienne n'a pas pu répondre. Thomas s'est mis à parler vite. Gabriel m'a piégé. Il m'a dit d'utiliser sa licence. C'est lui qui m'a donné les chantiers. C'est un mensonge, a dit ma voix depuis la voiture de Bernard. Calme, sans haine. La plainte a été déposée par moi. Le conseil de l'ordre allait. Facture du fournisseur avec ton nom dessus et mon numéro de siret que tu n'as jamais eu l'autorisation d'utiliser. Tu mens, a crié Thomas. Étienne? Dis-leur. Dis-leur que Gabriel m'a donné la permission. Étienne a regardé Thomas, puis m'a regardé, puis a regardé le sol. Il n'a pas dit un mot parce que la réponse était la vérité, et la vérité était que Thomas n'avait jamais demandé. Et qu'Étienne s'en moquait éperdument. L'officier Wells a dit, Monsieur Voss. Je vous conseille de vous taire. Un rapport formel est envoyé au procureur, et tout ce que vous direz ici sera consigné. La bouche de Thomas s'est fermée. Ses mains sont allées dans ses poches, puis en sont sorties, puis sont allées derrière son dos. Il ne savait plus quelle contenance adopter parce que chaque position le faisait ressembler à ce qu'il était, un homme sans diplôme de bois. Côté d'un travail qui aurait pu tuer quelqu'un. Pauline n'était pas là. Elle n'était pas venue. Elle avait envoyé Thomas à sa place, comme elle envoyait toujours quelqu'un d'autre gérer ce qu'elle ne voulait pas toucher. Étienne s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Ses mains tremblaient. Il a attrapé mon bras et s'est accroché comme un homme qui sent le courant l'emporter. Là où il ne peut plus nager. J'ai construit tout ça pour ta mère, a-t-il dit. Sa voix a craqué sur le mot mère. Tout ce que j'ai fait était pour ça. Mémoire. Tu détruis ce qu'elle voulait. Hélène voulait cette famille unie. Elle voulait que Pauline soit à l'abri. Tu craches sur sa tombe. Mon bras n'a pas bougé. Sa prise s'est relâchée d'elle-même, de la façon dont une main lâche. Prise quand elle réalise que ce qu'elle tient ne pliera pas. Puis j'ai sorti une seule page photocopiée de ma poche. La police d'assurance avec les noms des 2 enfants entourés en rouget, agrafés derrière, le formulaire de changement, la signature tremblante, le témoin unique, la date des soins palliatifs. La page est passée dans sa main.
Ses yeux se sont fixés sur les noms entourés. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. La bague de maman, son assurance, le travail de son fils. Tu as tout vendu. La bague est allée à Pauline. L'argent est allé pour toi. Pas de voix haute, pas de geste brusque. C'était dit comme on lit le total d'une facture à un client qui sait que le chiffre est exact et n'a plus aucun moyen de le contester. Les locataires regardaient. Madame Chen écrivait. Wells prenait des notes. Bernard se tenait les bras croisés. Et pour la première fois en 34 ans, des larmes coulaient sur le visage d'un homme qui avait distribué le courrier sous les orages et les canicules pendant 3 décennies sans se plaindre. Bernard ne pleurait pas pour Étienne. Il pleurait pour Hélène. La voiture a démarré. L'allée s'est vidée. Le trajet du retour a pris 14 minutes. Les conséquences sont tombées par couches. Et chaque couche était une scène en soi. La couche financière a frappé en premier. Avec la fermeture de l'unité 3 et les amendes. 2 locataires ont exercé leur droit de consigner le loyer tant que les violations ne seraient pas corrigées. La famille Okafor et Madame Delaunay. 4 200 € par mois en moins. Le remboursement d'emprunt d'Étienne sur les immeubles était de 3 100 € par mois. Sans les loyers, le paiement dû a été rejeté. La banque a envoyé une mise en demeure. Elle est arrivée un mardi et le voisin d'Étienne l'a regardée. Resté assis sur ses marches d'entrée à la lire sans bouger pendant 35 minutes. Maître Lefebvre a déposé l'action civile et l'hypothèque le lundi après-midi. Le notaire gérant le transfert vers Pauline a appelé pour dire que la transaction ne pouvait pas avoir lieu. Pauline a appelé une fois. Son message vocal durait 47 secondes. La seule phrase qui est restée était « Tu gâches tout pour une histoire de bague ». Elle n'a pas mentionné Hugo. Elle n'a pas mentionné l'assurance. Elle n'a pas mentionné Thomas. Juste la bague. La couche sociale est venue ensuite. Le rapport d'inspection de Madame Chen était un document public. Madame Delaunay l'a partagé avec d'autres locataires. En une semaine, le nom d'Étienne est apparu dans un groupe Facebook de quartier. Intitulé « Un propriétaire de la rue des Glycines échoue à l'inspection municipale ». 43 commentaires. Aucune réponse d'Étienne. L'enquête sur Thomas a progressé rapidement. En 12 jours, le Conseil de l'ordre a confirmé 41 chantiers non autorisés. Thomas a reçu une mise en demeure et une notification de poursuite pénale pour exercice illégal de la profession d'électricien. 3 de ses anciens clients ont porté plainte après avoir vu l'avis d'enquête. La camionnette de Thomas est restée garée devant chez Pauline avec l'aimant retiré, laissant une trace de colle visible, fantôme d'une entreprise qui n'avait jamais été réelle. La carrière de consultant qu'il s'était inventée pour les dîners était désormais un dossier sur le bureau du procureur. L'oncle Bernard est allé chez Pauline un jeudi soir, 3 semaines après l'inspection. Il lui a parlé de la bague. Il lui a dit ce qu'Hélène avait voulu. Il lui a montré la carte avec l'écriture d'Hélène, signée et datée, avec lui-même comme témoin. La bague appartenait au père du premier petit enfant, comme Hélène l'avait écrit, où elle finirait dans un coffre sous le contrôle de Bernard. Les enfants de Pauline ne la verraient jamais. Cette bague était un cadeau, a dit Pauline. Papa me l'a donnée. Ta mère n'a pas donné la bague à ton père. Pour qu'il en dispose, a dit Bernard. Elle a écrit l'instruction elle-même. Tu peux voir son écriture. Tu peux voir mon nom. La bague va à Gabriel où elle va. Au coffre. À toi de choisir. Pauline a rendu la bague dans l'heure. Elle ne l'a pas apportée elle-même. Elle l'a laissée dans sa boîte de velours sur le perron. De Bernard, a sonné et est parti. La couche émotionnelle est celle qui pèse le plus lourd.
3 semaines plus tard, un samedi matin, Bernard a appelé pour dire qu'Étienne était assis dans sa voiture devant l'immeuble de la rue des Glycines depuis plus d'une heure. Moteur éteint. Les deux mains sur le volant. Sans écouter la radio, sans regarder son téléphone, fixant juste le pare-brise d'un bâtiment qu'il ne pouvait plus ni habiter, ni louer, ni vendre, ni donner. Les locataires ne regardaient plus par les fenêtres. L'immeuble semblait retenir son souffle, et l'homme dans la voiture semblait avoir oublié comment respirer lui-même. Bernard a dit que le visage d'Étienne n'était pas en colère. Il était vide. Le visage d'un homme qui a passé 8 ans à se raconter une histoire sur lui-même, et l'histoire vient de s'arrêter. Et le silence qui suit est plus fort que tout ce qu'il a jamais entendu. Étienne n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message. Il n'est pas revenu sur mon perron. Il a dit à Bernard qu'il me laissait de l'espace. Bernard a rapporté cela sans commentaire. Ce n'était pas de l'espace. Étienne était assis au milieu des décombres d'un récit construit avec de l'argent volé et du travail non payé. Le récit où il était le patriarche qui maintenait tout ensemble, l'homme aux investissements intelligents, le père qui faisait tourner la famille. Mais le fil qui tirait les câbles était celui qui gardait les lumières allumées. Le patriarche fixait des fenêtres sombres dans des bâtiments que l'argent de sa femme défunte avait achetés et que le talent de son fils vivant avait entretenu. Et ces deux dettes étaient maintenant devant la justice et il ne pouvait plus les ignorer. Si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous à Secret de Famille. Partagez-la avec quelqu'un qui a toujours été le plus discret de sa famille parce que parfois, les discrets sont ceux qui portent tout sur leurs épaules et ceux qui en profitent le plus sont les derniers à s'en rendre compte. C'est le mois d'août. Maintenant, les appartements sont toujours sous le coup des sanctions. Étienne a dû engager un nouvel électricien agréé pour refaire le travail de Thomas dans l'unité 3. Le devis est tombé à 9 200 €. Il a dû payer avec ses économies parce que les loyers ne rentrent plus et que le prêt est déjà en retard. Maître Lefebvre maintient l'hypothèque sur le titre de propriété. L'affaire n'est pas réglée. Rien ne presse. Pauline a posté une photo sur Instagram la semaine dernière. Des vacances à la mer avec Thomas et Léa. Pas de bague au doigt. Pas de légende. 41 j'aime. Aucun commentaire d'Étienne. Hugo a commencé son année scolaire ce mois-ci. Il a ramené un dessin le premier jour. Une maison avec des lumières jaunes à chaque fenêtre. À chaque fenêtre. Pas une seule pièce sombre. Camille l'a mis sur le frigo. Elle est restée là à le regarder longtemps avant de se retourner et de dire « Il a dessiné notre maison, Gabriel. Regarde toutes ces lumières. La terrasse arrière est chaude. » Ce soir, Hugo est assis à côté de son père, mangeant une tartine sur une assiette propre. L'assiette est sur un set de table que Camille a posé, parce que Camille fait ces choses-là sans qu'on lui demande, parce qu'elle a toujours fait les petites choses silencieuses qui tiennent une maison debout. Et chacune de ces choses compte plus que de ranger des livres, quoi qu'en pense Étienne. Sur la balustrade, une petite boîte en velours. À l'intérieur, un anneau en platine avec un saphir unique. La pierre capte la lumière de fin de journée et projette un petit point bleu sur le bois. La même couleur que les fleurs qu'Hélène a brodé sur un torchon de cuisine il y a 30 ans. Le téléphone vibre. L'écran affiche Étienne. Il est posé face contre la rambarde, à côté d'eux. La bague. Hugo prend une autre bouchée de sa tartine. Pas de boue, pas de terre. Personne ne va la jeter. Et les lumières de cette maison fonctionnent parce que l'homme qui les a câblées vit ici. Chaque pièce éclairée, chaque circuit propre. Chaque connexion solide. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la réalité.